Salut à tous, c'est Yassine Scali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO en direct de Vivatech. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux de recevoir Frédéric. Comment ça va, Fred? Ça va bien, bonjour Yacine. J'ai le droit de t'appeler Fred. Ah oui, bien sûr, comme tout le monde. J'ai pris la confiance, tout le monde se tutoie. Bon, déjà, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu te souviens qu'on s'est déjà rencontrés au Chinese Business Club? Alors ça va être l'épreuve. Tu sais, est-ce que tu te souviens que j'ai dû rencontrer à peu près 15 000 personnes sur les 3 dernières années? Je sais. En tout cas, tu m'as dit un jour on le fera ce podcast, comme tu as pu le tu dire. vois. Et aujourd'hui, j'ai ça, pas menti. Donc un grand merci à Laura. Je vais te poser une première question qui est toute simple pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es serial entrepreneur. Qu'est-ce que tu as monté comme boîte? C'est marrant parce que tu dis serial entrepreneur et derrière serial entrepreneur, il y a la notion de t'as essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Tu vois. Donc en fait, j'en suis à ma deuxième boîte. On a monté combien qui ont craché du coup selon toi? J'ai eu plein de projets qui n'ont pas marché mais qui ne sont pas forcément arrivés à des stades de boîte. Plein d'idées que j'ai explorées et que j'ai pas poussées suffisamment loin, où je me suis arrêté avant en me disant ça va pas marcher pour telle ou telle raison. Mais donc voilà, donc oui, je lance une nouvelle boîte qui s'appelle Captain Cause, qui est une société à mission. Qui a deux piliers. Le premier qui est d'aiguiller un maximum de fonds vers des projets impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Et le deuxième pilier qui est d'impliquer un maximum de personnes dans la sensibilisation, justement, non seulement aux problématiques du monde actuel, même si on a beaucoup de news là-dessus malheureusement tous les jours, mais aussi surtout aux solutions qui existent et qui sont portées par des associations notamment d'intérêt général qu'on soutient donc activement grâce aux moyens des entreprises. Très clair. Donc là, on parle de Captain Cause. Oui. Et avant ça, je faisais serial entrepreneur. En tout cas, la grosse boîte pour laquelle on t'a connu. Bon, évidemment, on te voit sur BFM, on te voit partout, Fred. Mais du coup, tu as créé Blablacar. J'ai une question. Donc, solution de covoiturage, leader européen ou leader mondial. Okay. Pour la petite anecdote, tu connais Amigo Express? Oui, très bien, au Canada, au Québec. J'ai étudié au Québec et du coup... Tu faisais Montréal... je faisais Québec. Québec-Montréal, c'est là qui marche le plus. Ça s'appelle ça, à $15. Voilà, très belle expérience. Mais non, pour en revenir, j'aimerais savoir une petite chose. Quand Marc-Olivier Vachon qui a monté ce truc-là, et c'est super. C'est qui, pardon? Marc-Olivier Vachon, qui s'occupe de Amigo Express. Vous vous connaissiez ou pas du tout la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2005 ou 2006. 2006, c'est le début, toi, pour Blablacar. Ah oui, c'était le tout début. Il démarrait tout juste, et moi aussi, et on s'était rencontrés parce qu'on était sur les mêmes idées, les mêmes ambitions. Ouais. Trop drôle. Je voudrais savoir, toi, si tu regardes en 2006, voire 2005, quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y avait une dimension impact? Est-ce que tu t'es dit, en gros, l'impact est juste financier, c'est-à-dire qu'on va payer moins d'essence, on va partager des voitures. Nous, typiquement, au Canada, il n'y avait pas de train, donc c'était quand même compliqué de pouvoir faire Québec-Montréal, qui font 2 heures, 2 heures et demie. Je te pose cette question-là parce que clairement, aujourd'hui, Captain Cause, on est vraiment sur de l'impact, on est sur... tu t'en as parlé toi-même, par des dons à des associations. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps ou est-ce que c'était le but de départ avec Blablacar? Alors en fait, l'opportunité elle-même, moi je l'ai vue en regardant tout simplement toutes les voitures vides et toutes les possibilités qu'il y avait de faire en sorte que les passagers puissent participer aux frais en se déplaçant avec les conducteurs qui ont des voitures vides. Donc c'est une opportunité, on va dire, d'entraide et de partage de frais et donc d'économie pour tout le monde. En revanche, moi ce qui me motive toujours, tout le temps, c'est d'éviter le gâchis. En fait, j'ai horreur du gâchis. Et là, quand on voit toutes les places vides qui se déplacent dans les voitures, c'est un gâchis monumental. Je ne sais pas si tu sais qu'une voiture qui n'a que son conducteur à bord, gaspille 96% de son énergie. Puisque 96% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer un véhicule avec une seule personne à bord l'est pour déplacer la tôle, la ferraille, et ou faire de l'effet Joule. Voilà, donc il reste 4% pour déplacer le corps humain. Donc en fait, on en est là sur l'équation tout simplement de l'énergie dépensée et de la pollution qui va avec. Et donc évidemment, dès qu'on met 2, 3, 4, 5 personnes par voiture, on divise d'autant les émissions de CO2 et la consommation d'énergie par passager transporté. Okay. Donc en fait ça c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup motivé d'aller trouver des sources d'optimisation et de l'anti-gâchis, mais j'ai envie de dire dans ma vie de tous les jours, c'est tout le temps. Et après quand j'ai vu l'opportunité sur le covoiturage, que c'est effectivement aussi éviter beaucoup de gâchis, puisqu'aujourd'hui on évite l'émission de 1 500 000 tonnes de CO2 chaque année. 1 500 000 tonnes de CO2,
Ouais, mais c'est la métrique que vous regardez, dont tu es la plus fière. Oui, carrément. Après, il y a aussi toutes les relations sociales qui se créent, qui sont occasionnées par des covoiturages. Mais en termes environnemental, oui, c'est 1 500 000 tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Chaque année, c'est 1 300 000 tonnes de CO2 qui sont émises par le trafic routier à Paris. Et nous, on économise 1 500 000 tonnes de CO2. Une autre manière de le voir, c'est 3% des émissions du parc automobile français en moins grâce au covoiturage. Alors, on aimerait plutôt faire 30% de moins, ou 40% de moins, ou 99% de moins. Mais bon, c'est déjà une verre à moitié vide quand même, rassurant. Un pays comme la France, ça émet 500 millions de tonnes de CO2 par an. Okay. Donc voilà, ça donne un petit peu les échelles. Et juste selon toi, et après promis, je dis promis parce que je pense à Laura, et promis, on va bien parler de Captain Cause. J'aimerais juste savoir sur Blablacar, tu penses que ça a fait mouche l'offre d'un point de vue financier ou d'un point de vue impact environnemental auprès de tes clients? Alors non, c'est la chance qu'on a, c'est que sur l'activité du covoiturage, économie d'énergie et économie de pollution et économie d'argent ne font qu'un. Okay. C'est-à-dire que comme l'énergie coûte, dès qu'on propose un moyen de moins consommer d'énergie, on propose un moyen de faire des économies d'argent à tout le monde. Et la motivation première pour laquelle généralement on s'intéresse au covoiturage, c'est parce que ça permet de se déplacer pour pas cher. Et on le voit très vite, c'est évidemment parce qu'on divise les coûts, donc forcément c'est plus avantageux. Et donc c'est même la plus grande motivation des personnes, enfin de tout le monde, enfin de nous tous quand on fait du covoiturage. Il n'empêche que la motivation environnementale est aussi la caution qui va avec et qui fait que on est extrêmement fiers de le faire au-delà d'avoir rencontré des gens phénoménaux généralement. Ouais. Donc voilà, donc après ce qui va motiver en revanche l'équipe Blablacar au quotidien dans sa mission, c'est plutôt le côté évidemment environnemental, de tout l'impact positif qu'on apporte en réduisant les émissions de CO2 par passager transporté tout simplement. Donc en fait on diminue les émissions du déplacement des populations. Il y a 100 millions de membres aujourd'hui dans la communauté Blablacar. Ouais. Voilà, dont une vingtaine de millions en France. Et donc 80% de notre activité est hors France en fait. On ne le voit pas toujours, mais Blablacar c'est une société véritablement totalement internationale. Trop cool. Je rebondis sur ce que tu disais au début. Tu as dit que tu as planté plusieurs boîtes ou du coup qu'elles n'ont pas vu le jour. Des projets. Oui, des projets. Ouais, pas des boîtes vraiment, mais non, j'ai essayé. Il n'y avait pas le cabis quoi encore. J'ai essayé des idées qui ne voilà. J'ai pas vraiment vu le jour. Où il y a des trucs qui ont pseudo existé, puis assez vite j'ai vu que ça marchait pas trop. En fait, je vais aller droit dans le but. Je voudrais parler de la phase d'A/B testing. Comment tu arrives à voir, tu vois, tous ces projets. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a la résilience de l'entrepreneur. Donc, il va te dire, il faut que je continue. Mais je pense qu'il y a aussi de l'humilité à un moment qui va se rencontrer en disant, OK, il est peut-être temps de pivoter ou d'aller chercher autre chose. Et dis-moi si je me trompe, c'est peut-être une des phases les plus importantes dans la création de ton projet. Combien de projets tu as vu ou tu as essayé de lancer avant Blablacar, par exemple? Je sais pas, 3-4 peut-être. Ouais. Ça te prenait combien de temps avant de te dire, non pas je jette l'éponge, mais je mets mon énergie à un autre projet? Je sais pas, 6 mois, 1 an. Quand même, ok. Ouais. Et émotionnellement un petit peu en parallèle, quoi, mais ouais. Ok. Et émotionnellement, en fait, j'étais pas forcément 100% sur le projet en même temps, donc tu vois, c'était des plutôt side project que je pouvais commencer à développer, donc c'est pas comme si j'étais parti à fond sur quelque chose, puis sur autre chose. Donc non, en revanche, ce qui m'a entraîné complètement sur Blablacar, c'est que pour le coup, j'ai vu aucun défaut au projet, quoi. Ok. Donc j'ai essayé parce que lancer une société, c'est un peu comme jouer une partie d'échecs et essayer de voir les 12 prochains coups. Et savoir si ça passe. Anticiper. Rarement tous les anticiper. Voilà, mais au moins tu essayes d'avoir une stratégie pour aller pour que ça passe. Et donc parfois tu as une idée, puis tu commences à regarder les prochains coups que tu vas jouer, puis tu vois vite que tu vas finir échec et mat à peu près dans toutes les configurations. Et là tu te dis bon, la partie est mal partie.
Donc tu essayes de changer, parce qu'il y a plein de manières il y a d'ailleurs beaucoup plus de manières pour qu'un projet se plante que pour qu'un projet marche. Toutes les manières qui font qu'un projet plante, c'est pas seulement celles auxquelles on peut penser, qui peuvent être juste le produit marche pas bien, ou on n'a pas les bonnes compétences, ou on n'a pas été assez financé, ou bon, tout ça effectivement ça peut rentrer en ligne de compte, mais il y a aussi tout le contexte autour. C'est-à-dire que même quand on a un projet qui potentiellement va pouvoir très bien marcher, eh bien s'il y a un asset, c'est-à-dire un avantage dont ce produit-là, ce service-là a besoin, mais qui est également disponible ou possédé par des gros acteurs du secteur qui peuvent, eux, démultiplier le même produit que toi, mais beaucoup plus rapidement. Bah, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à créer ton produit, ton service, à avoir une traction, à avoir quelques clients, mettons que tu arrives à avoir 100, 200, 500 clients, je parle de clients B2B par exemple en entreprise, mais que pour que la boîte fonctionne, il faudrait que tu aies 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 clients, et qu'à côté il y a une boîte qui est adjacente, qui fait pas exactement la même chose que toi, mais qui te voit pousser et qui se dit tiens c'est marrant lui ce qu'il a créé, ça marche, dis donc, il a 500 clients, il va arriver lui avec ses 50 000 clients et puis il va faire le même produit que toi, et puis là ça va être très 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 dur. Et donc en fait ça s'appelle aussi échec et mat. Donc en fait quand tu crées une idée, il ne s'agit pas simplement de la faire marcher, il faut non seulement la faire marcher, mais qu'en plus tu puisses après avoir les reins suffisamment solides et une rapidité d'exécution suffisamment forte pour ne pas te faire copier puis remplacer très rapidement par un incumbent, un gros acteur qui serait dans le champ d'à côté, mais qui va quand même venir manger sur ce que tu as créé parce qu'il trouve que tu as eu une bonne idée. Alors, au mieux, il va te proposer de te racheter. Ok, tu as une sortie, donc c'est pas échec et mat, c'est vraiment pour le coup, le projet continue. Et au pire, il va juste faire la même chose que toi et puis t'ignorer et puis t'écraser. Donc en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ta boîte peut ne pas aller loin. C'est pour ça qu'il faut jouer une partie d'échec en fait. Et une partie d'échec à moment. Ouais. Tu parles un peu de competitive advantage au final, même si toi tu as dû en voir des compétiteurs déjà sur Blablacar, peut-être que Captain Cause, je suis sûr qu'il y en a déjà. Est-ce que tu dirais que le competitive advantage, donc ce plus gros asset d'une boîte, in fine, ça reste en fait l'humain, c'est-à-dire que même la tech, tout ce qu'on veut, tu vas parler de capacité d'exécution. Est-ce que c'est ça le plus important pour un entrepreneur et pour ses équipes ? Alors, c'est le plus important pour te motiver tous les jours, parce qu'en fait, ce qui rend la chose extrêmement sympa d'être entrepreneur, c'est de travailler avec des gens que t'aimes. Et ça, c'est le plus grand luxe, de choisir aussi les gens avec qui tu vas vouloir construire l'aventure. Parce qu'avant tout, la raison pour laquelle tu t'amuses tous les jours, c'est parce que tu travailles avec des gens incroyables et que ensemble, on forme une équipe et on fait des choses. Donc, c'est sûr que l'humain est extrêmement important et en plus, il est extrêmement spécifique à chaque équipe puisqu'on est tous différents. Donc ça c'est une grosse source de motivation quotidienne. Après la source de motivation aussi sur le long terme, c'est quand même la mission, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves tous les matins, pourquoi tu es fier de le faire, pourquoi quand tu te regardes le matin dans la glace tu te dis quand même aujourd'hui je vais faire un truc bien, et ça te motive sur le long terme. Donc il y a plein de sources de motivation à activer pour pouvoir j'ai envie de dire, survivre les montagnes russes de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat. C'est quand même un yo-yo émotionnel assez intense de créer une société. Et donc, si tu n'as pas la motivation long terme et la mission vissée au corps, tu risques de te décourager dans plus d'un sentier de montagne, quoi. Blablacar, il me semble que tu... Alors, t'es plus opérationnel dedans ou Non, je suis non exécutif. Je suis non exécutif. Voilà. Juste pour pas faire de bêtises, je voudrais juste savoir, Captain Cause, ça traînait combien de... entre le moment où il y a eu la graine dans ta tête et qu'elle a germé, que tu as quitté ton poste d'exécutif à Blablacar pour justement monter Captain Cause, combien de temps ça a pris et surtout, why ? Pourquoi Captain Cause ? Non, alors bon, déjà ça s'est fait en plusieurs temps puisque je suis non exécutif depuis plusieurs années sur Blabla et en parallèle, je me suis demandé ce que je pouvais bien apporter en tant qu'entrepreneur à la société. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas 50 cartouches pour créer des boîtes en fait. Tu vois, quand tu as quand tu es collaborateur salarié dans une société, tu peux tous les 2, 3, 4, 5 ans changer de poste. C'est assez rapide parce que tu pars de ton poste le 10 octobre et puis tu commences l'autre poste le 12 octobre, tu vois. Donc c'est des switches assez clairs, assez faciles.
Et puis tu peux changer tous les 3-5 ans si tu veux. Quand tu es entrepreneur et que tu as une idée, surtout que tu as une idée un peu disruptive et que tu te lances sur une mission, sur ta carrière, tu as 2-3 cartouches, quoi. Tu vois, parce que ça prend 10-15 ans de créer une boîte qui marche. Tu vois, on parlait tout à l'heure de 2006 pour blabla. Enfin, tu vois comment c'est loin, 2006, c'était il y a 17 ans. Et je me disais d'ailleurs, 2006, moi je te vois presque comme un ovni sur même la partie déjà tech et impact. Et du coup, ça fait une intro parfaite, mais pourquoi la tech et l'impact aujourd'hui, d'une manière différente du coup, de Blablacar, mais sur Captain Cause? Pourquoi ce pain? Alors, moi j'ai eu une forme de... Bon, déjà, j'ai toujours été pour faire des économies maximales sur l'utilisation de ressources de plein de choses. Okay. Y compris, tu vois, je prends quasiment plus d'avions depuis 7-8 ans au moins, bien avant la pandémie. Et j'essaye de faire le plus gaffe que je peux par rapport aussi à mon boulot, à tout ça. Et en fait, la notion d'impact, elle est maintenant omniprésente, mais elle a aussi été amenée par différents mouvements. Et moi, je me souviens de cette sensibilité-là, mais aussi d'avoir eu des chocs, et notamment quand j'ai vu pendant la marche du climat en 2019 des jeunes de 20 ans défiler avec des panneaux, des pancartes qui disaient quand je serai grand, je voudrais être vivant. Là, tu te dis, attends, c'est pas mai 68, ils n'ont pas écrit il est interdit d'interdire ou tu vois d'autres slogans de l'époque. Ils ont écrit qu'ils n'avaient pas espoir d'être vivants. On est quand même dans une autre dimension. C'est quoi, c'est plus de la politique, c'est du sociétal ou Ouais, et là tu te dis, attends, si les jeunes là à 20 ans, ils n'ont pas, enfin je sais pas ce que c'est qu'une société qui a plus d'espoir de vivre ou de survivre, hein. Mais en tout cas tu te dis il y a un problème de fond. Et voyant ça, évidemment, plus évidemment toutes les news qu'on a tous les jours qui sont toutes plus déprimantes les unes que les autres sur tous les domaines de dégradation possible, évidemment à commencer par le réchauffement climatique qui est un problème, qui est une espèce d'histoire qui a l'air écrite et que personne n'a envie de voir. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que j'apporte à la société pour essayer de contribuer, même ne serait-ce qu'un gravier à la montagne, mais du travail qu'il y a à faire pour éviter ce drame-là. Et donc du coup, assez vite, une idée d'aller soutenir les gens soutenir toutes les initiatives qui peuvent aller dans le sens de réparer des différents dommages qu'on a fait à tout notre environnement notamment. Et c'est assez vite tu te dis bon, ça va être assez colossal comme travail, parce que la destruction qu'on a occasionnée, elle est colossale. De toute manière, réparer, ça va être colossal aussi. Et donc du coup, je me suis dit bon si c'est colossal, il faut des moyens colossaux. Et puis, donc, assez vite, tu te rends compte que c'est les entreprises qui peuvent aider, parce que c'est les entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, en fait, après, tu trouves un moyen pour aller intéresser les entreprises à résoudre ce problème-là ensemble. Les entreprises, elles sont intéressées à avoir des clients, et tu dis, tiens, on va aller faire plaisir aux clients, puisque 90% des gens estiment que c'est aux grandes sociétés et aux marques d'aller agir aujourd'hui, par rapport à toutes les problématiques qu'ils voient. Tu rejoins ce constat cet avis-là, que c'est aux marques et aux sociétés. C'est à tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'il y a une attente parce que le problème étant tellement énorme, chacun individuellement se dit moi à ma petite échelle je peux pas faire grand chose, et se dit vu que le problème est grand, c'est aux grands d'agir. Et les grands, très vite tu te tournes vers les marques parce que les marques passent leur temps à te montrer qu'elles sont grandes et qu'elles sont puissantes. Tu dis d'accord, alors si t'es grand et si t'es puissant, montre-moi comment tu changes le monde. Et donc du coup, comme les marques ont envie de toujours évidemment faire plaisir à leur communauté, donc notamment leurs clients et leurs collaborateurs, là tu leur offres un moyen, puisque les marques peuvent allouer un budget et dire à leurs clients et leurs collaborateurs, c'est vous qui allez décider ce qu'on fait de ce budget-là. Parce que moi, en tant que boîte, j'ai des moyens financiers, c'est vous qui allez décider sur quoi on met ces moyens-là pour résoudre les problèmes que vous voyez les plus saillants, qui vous tiennent à cœur, et donc on va aller soutenir des équipes qui résolvent ces problèmes-là. Parce qu'en fait, toute la logique, elle part d'un autre constat, c'est que là, comme c'est parti, le statu quo, c'est-à-dire ne rien changer, c'est pas une solution. Voilà, on a compris, je pense. Ouais. On a compris que si on change rien, alors là, la courbe, elle est écrite. Elle va pas dans le bon sens. C'est une courbe qui monte et en allant vers la droite, comme toutes les courbes de business, sauf que celle-là, elle est vraiment pas bonne.
Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui nous sauvera, je l'espère, de cette espèce d'histoire écrite de travers, c'est le changement, c'est faire autrement. De toute manière, il va falloir faire autrement. Okay. Et donc, ça veut dire que il faut aller aider toutes les initiatives qui poussent des choses qui poussent les choses pour faire autrement. Et donc, c'est tout l'esprit derrière Captain Cause, c'est de se dire, de toute manière, c'est le seul salut, c'est le changement. Alors, par changement, je ne dis pas forcément innovation, hein, ça peut être changement d'habitude, ça peut être, il y a plein de choses. Enfin, c'est des innovations au niveau du comportement comme au niveau de la tech, mais donc toutes les initiatives qui vont dans le sens de développer un changement d'habitude, un changement de société, doivent être encouragées pour qu'on teste. Parce que là, il faut vraiment qu'on teste ce qui marche assez rapidement, parce que ce qui est sûr, c'est que ne rien changer, ça ne marche pas. Et donc toute la philosophie derrière Captain Cause, c'est d'aller financer des projets qui vont penser et faire autrement, donc qui vont changer les choses et les aider à grandir plus vite pour voir ce qui marche moins bien, et qu'au moins on puisse avoir une chance d'éviter le statu quo et l'inertie. C'est des projets à but non lucratif tous, des associations? Aujourd'hui, c'est que des associations d'intérêt général. On n'exclut absolument pas de mettre des projets portés, y compris par des sociétés commerciales plus tard. Ouais. Aujourd'hui, on ne le fait pas, on n'est pas parti sur cet axe-là maintenant, mais ça peut très bien se faire dans le futur. Mais je pense à des néobanques green comme Greengot. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, c'est bon. Bon, je leur refais. C'est bien Maud, Caillou. Et ben voilà, je fais coucou à Maud et Andrea. Tu sais, on va bientôt terminer, il nous reste 3 minutes. Je vais quand même te poser une question pour terminer sur Captain Cause. Il y a un truc qui est assez intéressant en France. C'est qu'on a, alors je n'ai pas le bon terme, avant ça s'appelait les CE, comité d'entreprise, aujourd'hui c'est CSE, c'est ça ou... Ouais. Est-ce que justement Captain Cause a presque un avantage d'être en France, où justement des sociétés à plus de, je crois, 49 salariés ont l'obligation d'avoir un CSE avec un budget alloué, etc. Pas forcément. D'une part parce que effectivement il y a différentes configurations dans les différents pays. Tu pourrais aussi dire ce serait beaucoup plus simple aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude de donner tout un tas de charities dans tous les sens. La structure du don n'est pas du tout faite de la même manière aux États-Unis qu'en France, et les montants sont beaucoup plus importants là-bas. Donc tu vois, tu pourrais prendre cet exemple-là aussi. Okay. En fait, chaque pays a sa particularité. Non, ce qui est sûr, c'est que je pense que Captain Cause a de la chance de naître en France, et d'ailleurs c'est pas un hasard, parce qu'il y a véritablement quand même une prise de conscience très très large dans notre société. C'est pas forcément le cas dans pas mal de pays où en fait il y a parfois encore pas mal de déni, notamment sur les dérives et sur le changement climatique et tout ça. En France, on est bon selon toi? Je se voile un peu moins la face. Je pense qu'on a compris le problème, ouais, quand même. On arrête l'hypocrisie. Ouais, c'était peut-être une forme d'hypocrisie. Enfin, c'était peut-être une forme aussi de pas vouloir se démoraliser. C'est pas forcément de pas vouloir le voir, c'est de pas vouloir avoir mal. Ok. Et donc du coup, je pense que là, au niveau maturité de prise de conscience, on est bien avancé, donc ça aide beaucoup les choses. Et puis il y a quand même un tissu justement d'innovation, surtout maintenant la nouvelle génération. Il y a quand même la moitié des 18-24 ans qui ont envie de créer leur boîte. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une dynamique où tout le monde a envie de créer des choses nouvelles. Donc ça aide aussi beaucoup. Eh bien, c'est la mission de ce podcast. Et justement, tu vas t'adresser... Bon, on a un peu plus de 18-24 ans, mais j'adorerais, et d'ailleurs, je l'ai dit à Bruno Le Maire tout à l'heure, j'adorerais remettre l'entrepreneuriat comme une voie d'excellence, et ce, dès le collège et le lycée. J'aimerais te poser la question... Alors, je connais pas ton âge, c'est pas le cas, c'est pas le but, pardon. Jeune. non, mais j'allais dire il y a 16 ans quand tu as créé Blablacar en 2006. Ah bah, très jeune. C'est quoi le conseil que toi, t'aurais aimé entendre? C'est quoi vraiment le conseil où tu te dis... C'est quelque chose d'universel pour entreprendre, que tu vas créer une boîte dans l'AI Deep Tech ou tout simplement une boîte en utilisant un peu le digital mais créer de la valeur. Le conseil pour te lancer. Oui, c'est d'écouter un maximum de gens, de faire beaucoup de benchmarks, faire beaucoup de pas avoir peur de partager beaucoup son idée, d'en parler à beaucoup de gens et d'écouter. Surtout écouter ce qui revient, vraiment comprendre tout ce qu'on nous dit. Et ensuite, de prendre toute cette quantité d'informations-là et d'en faire une synthèse pour prendre les bonnes décisions. Mais il faut commencer par écouter au maximum, c'est-à-dire envoyer son idée, être capable de la changer, de la modifier, de lui donner un parcours un petit peu différent en fonction des retours, et vraiment aller en parler avec beaucoup de gens. Surtout ne pas avoir qu'une ou deux sources d'informations, ce serait l'enfer. Ce serait surtout une recette pour l'échec. Et donc du coup, aller voir plein de
de personnes, essayer d'avoir plein de conseils, de retours par rapport à son idée, son produit, de vraiment beaucoup écouter, de faire une belle synthèse et de prendre les bonnes décisions. Voilà, il faut vraiment écouter. Beaucoup. Parce que le but pour qu'une idée fonctionne, c'est qu'il faut qu'elle soit compatible avec le monde qui nous entoure. On ne peut pas juste avoir une idée qui va flotter dans l'air et puis fonctionner. Il faut que l'idée elle accroche sur la société et pour accrocher sur la société, il faut qu'elle soit compatible et que tout le monde y trouve son intérêt. Et donc il faut l'adapter pour que ça convienne à tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut écouter tout le monde. Donc humilité. Ouais, alors ça rejoint d'ailleurs la plus belle citation que je connaisse, je pense, qui est une citation de Galilée, qui dit « Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eût rien à m'apprendre ». Qui contient tout, parce que d'une part, ça nous met tous sur un pied d'égalité et on comprend bien qu'on a tous des choses à nous apprendre les uns des autres. Ça évidemment met en avant le fait d'apprendre, d'écouter, et ça nous ça nous met sur la voie du progrès. Ça enrichit. Non, mais c'est un peu plus humain. Je ne peux que boire tes paroles. Bon, normalement... C'est celle de Galilée, là. Tu peux. Mais c'est toi qui parles, là. Non, il est 12. Ouais. T'avais une dernière question ? Ouais, je peux oser. Vas-y. Your unpopular opinion, donc ton opinion impopulaire sur la tech, l'entrepreneuriat. En fait, j'ai carrément envie de te parler, de le cibler. C'est vraiment l'entrepreneuriat et toi qui as fait qui veut être ton associé, toi qui vois sur les réseaux autant de personnes qui parlent des gourous, qui parfois nous vendent de pouvoir entreprendre en bossant 3 heures par jour. Ouais, est-ce que tu as un avis sur ça ? Est-ce que tu n'as pas justement... Enfin, je te laisse répondre. Et du coup, opinion impopulaire. J'ai parlé de la tech, tu veux parler de l'entrepreneuriat ? Bah attends, si tu veux répondre sur la tech, je veux pas... Non, sur la tech, j'ai envie de dire, toutes les techs ne sont pas utiles. Voilà, faut pas faire de la tech pour de la tech. Ok. Tout comme, faut pas... Il y a une autre chose importante à comprendre quand on construit un service. Ouais. C'est que l'argent, c'est un produit dérivé d'un très bon produit. Une boîte, elle n'est pas là pour faire de l'argent, elle est là pour faire un très bon produit. Et quand elle fait un très bon produit, qu'est-ce qui se passe ? En général, elle fait de l'argent. Okay. Il ne faut pas être focalisé sur ça. De la même manière, le but de créer de la tech, c'est pas de créer de la tech pour de la tech. Ça, après, ça s'appelle de la recherche et ça peut parfois aider à certaines choses. Mais quand on veut développer une société, et notamment dans la tech, je pense qu'il faut se poser la question, la plus grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand mon projet aura atteint l'échelle que je lui souhaite, c'est-à-dire le maximal, et qu'il aura un impact sur le monde, est-ce que le monde sera mieux avec un produit ou ma technologie ou sera moins bien ? Et si vraiment, c'est en se posant de manière honnête et parfaitement objective cette question-là, on arrive à la conclusion qu'en fait, peut-être que le monde sera pas mieux avec ce machin-là que je suis en train de développer ou de créer, il ne faut pas le faire. Voilà, il faut mieux aller mettre toute son énergie à créer quelque chose qui sera utile. Mais il faut se projeter pour ça dans la réussite et vraiment voir dans quel état sera le monde une fois que notre produit et notre service sera répandu partout. Tu dirais à plus 10 ans, toujours l'horizon, c'est de se dire faire du bien. Alors, plus 10 ans, il n'y a pas forcément de notion de temps. C'est plutôt la notion de l'état du monde sans mon produit et l'état du monde avec mon produit, peut-être demain. Évidemment, c'est pas faisable techniquement, mais peut-être, mettons, demain, mon produit est utilisé par tout le monde. Est-ce que le monde va mieux ou le monde va moins bien ? Et si on a l'honnêteté intellectuelle de se dire en fait ça va pas apporter grand chose, faut pas y aller. Je crois que c'est très clair. Et autrement, si le monde va mieux avec ce qu'on développe, il faut y aller. Et voilà. Qui est à la porte de Frédéric qui investit parfois, il me semble. De temps en temps, de moins en moins, parce que ça demande beaucoup de suivi. Mais je suis les projets et les entrepreneurs. Non, j'ai mon émission là. Les pionniers sur BFM Business pour lesquels je passe des moments incroyables avec des gens incroyables, que ce soit des start-upers qui viennent pitcher et à qui je donne des conseils, on donne des conseils tous en plateau, ou bien tout un tas de personnalités des gens incroyables de Bertrand Picard à Jean Le Cam, en passant par Claudie Agneray, Tony Estanguet, Messmer, Marc Lévy, Thierry Ardisson, des petits noms, Didier Bourdon, Alexia Laroche-Joubert, j'en ai oublié. J'ai vu tellement de gens exceptionnels cette année, Yann Arthus Bertrand, qui sont venus se confier dans les pionniers sur leurs émotions, leurs ressentis, leurs apprentissages sur leur parcours qui sont phénoménaux et inspirants, avec beaucoup de volonté de partage, c'en est retournant. Et puis de la même manière, voir des start-upers avec des étoiles dans les yeux, c'est toujours un immense plaisir. Écoute, je te retourne ça parce que je pense que tu le fais aussi pour inspirer les gens et pouvoir
leur permettre de se projeter. Donc merci en tout cas pour nous tous dans l'écosystème qui te suivons depuis des années et qui voulons entreprendre. Il me semble juste que tu as un objectif, c'est 1 milliard de dons d'ici 2025. Dans 5 ans. Dans 5 ans, excuse-moi. Et le 2025, j'aimerais bien, mais je pense que ça va être... Ouais, c'est vrai que c'est quand même demain. Enfin, c'est dans pas longtemps. Et de l'autre côté, j'ai un autre chiffre, c'est 500 millions, le montant cumulé que tu as levé avec Blablacar. C'est quoi le plus important pour toi aujourd'hui? C'est le don ou c'est aller lever beaucoup d'argent pour pouvoir permettre de faire ces dons derrière? C'est de comprendre que l'argent, c'est un moyen. Pas une finalité. Et pas une finalité, c'est tout. Et donc si on a levé beaucoup d'argent avec Blablacar, c'était pour le développer au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes dans 22 pays. Voilà. Et puis je parlais des métriques tout à l'heure, notamment des économies de CO2 qu'on permet de générer. Donc voilà. Et pour faire ça, pour réussir à faire ça au niveau mondial, il fallait qu'on lève de l'argent. Donc on l'a fait, c'est un moyen. Et de la même manière, c'est un moyen pour faire des grandes choses que l'on démultiplie avec la plateforme Captain Cause et on envoie l'argent sur des projets pour qu'ils grandissent et qu'ils nous aident à changer le monde. Voilà, et on n'est pas obligé de lever un demi-milliard. La preuve est, tu as levé entre guillemets que 4 millions et je crois que tu as déjà bien avancé sur Captain Cause. C'est la fin de notre interview, évidemment je pourrais te garder très longtemps, mais c'est toi qui as quelque chose à faire. Je dois y aller là. Bon, t'as pris du plaisir, ça va? Super. Un grand merci à toi Fred et puis à bientôt sur petit écran. Oui. Belle journée à tous. Au revoir.